Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Hila Maji, une petite fille qui m'a énormément marquée, que j'ai rencontrée en 2003 en Inde. Elle devait avoir 6 ou 7 ans et elle travaillait comme esclave domestique. Alors pour vous dire un petit peu, vous raconter le contexte dans lequel je l'ai rencontrée, en juin 2003, je suis partie ouvrir notre premier centre de réhabilitation, la Maison Arc-en-Ciel. Et on avait choisi à l'époque un partenaire local qui travaillait principalement avec les villages de pêcheurs. On avait juste 10 000 $ dans le compte en banque, donc on avait suffisamment d'argent pour venir en aide à 10 enfants pendant un an. Et parmi ces 10 enfants, il y avait Ramou. Un jour, des gens sont venus nous voir pour nous dire que la petite sœur de Ramou était encore dans le village qui s'appelle Moukam, et qu'elle était sûrement exploitée par des membres de sa famille et qu'elle était en très mauvais état, qu'elle allait vraiment pas bien, qu'elle était sûrement abusée par son père sexuellement et qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. On avait au centre, avec les 10 enfants, on avait deux professeurs qui étaient un couple qui s'était appelé Ramana et Sridevi. Et Ramana, le monsieur, travaillait aussi comme travailleur social. Donc Ramana et moi, on est allés à Moukam et essayer de voir où habitait Yela Maji et où est-ce qu'elle était en fait, qu'est-ce qu'elle faisait. Quand ils nous ont indiqué où est-ce qu'elle habitait, on a découvert une toute petite hutte faite en branches de palmier. Et j'ai vu une petite forme vraiment au fond de la hutte, toute recroquevillée sur elle-même. Ramana, ça a dû lui prendre au moins 1 heure pour lui parler, pour essayer de la convaincre de sortir. Et quand elle est sortie, j'ai vu Yela Maji, j'ai vu une petite fille vraiment tremblante, épeurée, recouverte d'échymose, extrêmement maigre. C'était assez dur. Et on a essayé de rencontrer le papa, donc le papa de Ramou et de Yela Maji, parce on le connaissait déjà. Il nous avait jamais dit qu'il avait une petite fille, il nous avait toujours parlé de Ramou, mais jamais de Yela Maji. Donc on a essayé de rencontrer le papa, mais malheureusement le papa était déjà parti pêcher. Donc Ramana a convaincu Yela Maji de venir avec nous au centre. Donc ça a été notre 11e enfant en fait qu'on a pris, qui n'était pas du tout prévu, mais ça a été un cadeau du ciel. Ça a été une petite fille merveilleuse, extrêmement gentille, douce. Et ce qui est important pour moi, pourquoi c'est important aussi de parler de Yela Maji, c'est parce que cette petite fille qui devait avoir 6 ans, qui a toute sa vie avait travaillé comme esclave domestique, continuer à reproduire ce qu'elle avait vécu malgré l'éducation qu'on lui donnait, les soins de santé, le soutien psychologique, etc. C'est-à-dire que tous les matins, elle prenait le linge des garçons et elle allait le laver au puits. Tous les jours, après les repas, elle prenait nos écuelles et elle allait les laver. Et nous, on lui disait, Yela Maji, t'as pas besoin de le faire, t'es plus domestique maintenant. Et les enfants étaient très mal à l'aise aussi par rapport à ça. Mais Yela Maji reproduisait ce qu'elle avait toujours connu. Et en fait, c'est ça, travailler avec des victimes d'exploitation. C'est que souvent, les gens vont reproduire ce qu'ils ont toujours connu et ça prend énormément de travail. Pas seulement d'éducation de base, pas seulement d'éducation formelle. Ça prend beaucoup de travail psychologique pour réussir à ce que ces gens-là, ces personnes-là, ces enfants-là prennent suffisamment confiance en eux et suffisamment d'estime d'eux-mêmes pour qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont inférieurs aux autres. Malheureusement, les menottes, les barrières, c'est pas seulement que physique quand on parle d'exploitation, c'est énormément, beaucoup psychologique. Alors, au bout de 2 ans, c'était vraiment merveilleux parce qu'on avait réussi à faire de cette petite fille un être complètement épanoui, et ce, malgré le fait que on avait passé une entente avec les parents de tous les enfants, comme quoi on renvoyait les enfants lors des vacances dans leur village. C'était une entente qui était extrêmement importante pour les parents et on était obligé de respecter cette entente-là. C'est-à-dire que pendant toutes les vacances scolaires, et il y avait en Inde, il y a énormément de vacances scolaires, Yela Maji retournait dans sa famille où elle redevenait esclave domestique, et chaque fois qu'elle revenait au centre, il fallait à chaque fois refaire le même travail de suivi psychologique avec elle. Mais tout ça pour dire qu'en 2 ans, on a vu une enfant se métamorphoser complètement. Elle dansait, elle chantait, elle était épanouie, elle était heureuse. Et au bout de 2 ans, malheureusement, son père, une fois, a refusé de la renvoyer au centre. Donc, à l'époque, je travaillais avec le directeur du département du travail social de l'université de la ville avoisinante qui s'appelait Monsieur Bouchan. Et Monsieur Bouchan, Ramana, le travailleur social, le professeur, et le chauffeur de notre voiture aussi,
nous ont amenés, Cindy et moi. Cindy, c'est une amie à moi. Cindy, si tu m'écoutes cette vidéo, je t'embrasse, je t'aime, tu me manques. Cindy et moi, on est allés à Moukam, au village, pour récupérer Yelamadji avec l'aide de Monsieur Bouchan et de Monsieur Ramana, des chauffeurs de village. Quand on est arrivé, Yelamadji s'est mise à hurler, à se débattre. Elle nous faisait croire, elle nous faisait penser qu'elle ne voulait pas revenir au centre. Et là, Bouchan est venu me dire, ok, c'est à toi et à Cindy de la prendre et vous devez la prendre de force pour l'amener dans la voiture. Nous, on peut pas, on est issus de la communauté, on ne peut pas le faire. L'enfant joue la comédie et elle joue la comédie pour montrer à sa famille qu'elle ne veut pas quitter sa famille parce que si elle montre qu'elle veut retourner au centre, quand elle va retourner dans sa famille pendant les vacances, elle va se faire taper, elle va se faire brimer. Du coup, Cindy et moi, on a dû traîner Yelamadji dans tout le village, une petite enfant de 7 ans qui hurlait, qui se débattait. Ça a été un moment atroce. Tous les gens du village qui nous regardaient avec un air vraiment féroce, qui nous en voulaient, mais qui, je pense, à peu près tout le monde comprenait ce qui se passait. Et quand on a mis Yelamadji dans la voiture, elle s'est allongée et elle s'est mise à dormir. Et quand on est sorti du centre, quand on est sorti au centre, elle s'est jetée dans les bras des autres enfants, dans les bras des autres petites filles. Et la soirée, elle a passé la soirée à chanter, à danser. Elle était tellement heureuse de revenir au centre. Mais cet enfant-là avait été obligé de démontrer à sa famille qu'elle ne voulait pas les quitter. Quelques semaines plus tard, sa famille a encore refusé de nous renvoyer Yelamadji, donc après les prochaines vacances scolaires. Du coup, j'étais tellement furieuse que j'ai convoqué les chefs du village. Je suis retournée avec Bouchan, je suis retournée avec Ramana. Et j'ai explosé, j'ai hurlé. J'étais tellement en colère qu'ils ne nous ramènent pas Yelamadji, qu'ils ne veuillent pas nous la redonner, que j'ai complètement perdu le contrôle de moi-même et j'ai vraiment hurlé dans le village. Surtout qu'ils nous avaient menti, ils nous avaient dit non, Yelamadji était partie très loin chez les membres de sa famille, mais dans d'autres villages très loin. Et en fait, on s'était rendu compte, en parlant avec des parents, d'un autre village qui est juste à côté, qui est China Kondralaj Palam. Les parents nous ont dit, ben non, nous on voyait Yelamadji tous les jours. Elle est à Moukam. Elle va chercher l'eau au puits, elle va chercher le bois dans la forêt, elle est à Moukam. Du coup, je suis allée à Moukam, j'ai demandé à rencontrer les chefs du village et voilà, j'ai explosé et ça n'a absolument servi à rien. En fait, Yelamadji n'est jamais revenue. Donc, tout ça pour dire que j'avais envie de raconter cette histoire, j'avais besoin de la raconter pour dire que ce que j'ai fait à l'époque, j'ai fait énormément d'erreurs. C'était il y a 17 ans. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on pratique la coopération internationale. La coopération internationale ne doit pas se pratiquer de cette façon-là. Il faut garder une distance avec les bénéficiaires, il faut garder une distance avec le partenaire, avec les villages avec lesquels on travaille, parce que si on s'implique trop émotionnellement, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs, on explose, on pique des crises, et ça sert absolument à rien. Et ça défait un petit peu la crédibilité du projet. Et je me pose toujours la question de savoir, est-ce que cet enfant-là, en fait, on n'aurait pas mieux fait de la laisser dès le début, sachant que de toute façon, elle allait retourner dans sa condition d'enfant, d'esclave domestique, abusée sexuellement par son père. Un jour ou l'autre, elle serait retournée là-dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, à quelque part, de la laisser et de ne pas lui montrer qu'il y avait autre chose pour elle? Est-ce que finalement on a bien fait quand même de lui donner 2 ans de bonheur? Est-ce que ces 2 ans de bonheur qu'on lui a donnés ont été suffisants pour qu'elle se construise en tant qu'individu, malgré le fait qu'elle ait sûrement continué à être exploitée? Est-ce que ces 2 ans ont suffi ou est-ce qu'il aurait fallu ne pas le faire? Alors voilà, alors c'est ce que je voulais dire, c'est que quand on travaille en coopération internationale, que ce soit l'aide humanitaire, que ce soit, peu importe, quand on est en relation d'aide avec quelqu'un, il y a énormément de choses qui nous échappent. Il y a énormément de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle quand on travaille avec des victimes d'exploitation. La majorité, la plupart, retombent dans le secteur de l'exploitation. Mais que malgré tout, il faut continuer, malgré tout, il faut continuer à espérer qu'on fait une différence, parce que oui, on fait une différence. Et je vais vous raconter d'autres histoires où on a fait une différence pour ces enfants. Donc, accepter le fait qu'on ne puisse pas tout contrôler, mais continuer à y croire malgré les échecs. Et voilà, j'avais envie de vous raconter cette histoire et
Yella Magie ne regardera peut-être jamais cette vidéo, elle doit avoir 27 ou 30 ans maintenant, je sais pas. Je voulais juste lui dire que elle est dans le cœur de Cindy, elle est dans le cœur de Christine Durocher, qui est la présidente de l'association, qui va maintenant régulièrement en Inde. Elle est dans mon cœur pour l'éternité, cet enfant-là. Et elle me manque terriblement, parce que c'était une personne magnifique. C'était une petite fille qui avait toutes les capacités pour être heureuse. Et en tant que fondatrice, c'est ce bonheur que j'aurais voulu lui donner et que je n'ai pas pu. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que quand je vous dis qu'il ne faut pas trop s'impliquer émotionnellement dans les projets, 17 ans plus tard, j'en pleure encore.